Il y a des écritures dont le sens nous semble bien obscur. C'est le cas jusqu'à ce qu'on les déchiffre, des symptômes ou des rêves. C'est aussi le cas de langages qui restèrent méconnus pendant des millénaires, jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à en craquer le code. Freud, comme Champollion, sont parvenus à déchiffrer un langage, celui de l'inconscient pour le premier et celui de l'Égypte ancienne pour le second. C'est pourquoi Studio Lacan est ravi d'accueillir aujourd'hui, pour la rubrique Le Divan dans le Monde, Christophe Barbotin, égyptologue, afin qu'il nous éclaire sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Et pour l'actualité de la psychanalyse, nous accueillerons Sophie Gaillard qui évoquera ce que signifie lire un symptôme. On y va. Christophe Barbotin, merci d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Vous êtes donc égyptologue, conservateur général du département des antiquités égyptiennes au Louvre. Au département des antiquités. Au département des antiquités égyptiennes, voilà. Vous avez publié en 2024 un ouvrage sur la sculpture égyptienne du Nouvel Empire aux éditions du Musée du Louvre, je pense. Et en 2025, vous allez publier un essai aux presses universitaires de France sur la pensée égyptienne. Alors nous connaissons Jean-François Champollion pour être celui qui a pu donc déchiffrer les hiéroglyphes. Wikipédia rajoute qu'il a ainsi ouvert la voie, ou en tout cas donné naissance à l'égyptologie moderne. Vous nous direz si vous êtes d'accord avec cela. Mais avant d'entrer dans le vif de ces sujets, est-ce que vous pourriez nous situer, cela peut être brièvement si vous le voulez, qui était Champollion ? Eh bien, Jean-François Champollion était un fils de Figeac et qui s'est très tôt intéressé à l'écriture égyptienne. On ne sait pas trop comment exactement, mais enfin, dès l'enfance, il s'est intéressé. Il faut dire que dans son temps, c'était une chose qui hantait beaucoup les esprits à la suite de l'expédition de Bonaparte en Égypte, puisque cette expédition militaire au départ avait une dimension culturelle très importante, puisque le gouvernement de la République avait adjoint aux militaires toute une équipe de savants. Et puis un jour, en 1799, le citoyen Bouchard, lieutenant du génie de son état, au fort de Rachid, qu'on appelle Rosette en français, a découvert une pierre extraordinaire en basalte dans les fondations la fameuse pierre de Rosette, qui donnait un même texte, semblait-il en tout cas, en 3 écritures différentes, en haut en hiéroglyphe, au milieu en démotique, qui est de l'égyptien tardif, et en bas en grec. Donc tous les savants de la génération de Champollion essayaient de craquer le code, de déchiffrer les hiéroglyphes à partir de ce document exceptionnel. D'accord. Et alors, au fond, comment il s'y est pris Champollion pour devenir Champollion ? Quel a été son cheminement ? Comment il s'est pris pour entrer dans ce déchiffrement ? Et est-ce qu'avant lui, est-ce qu'il avait une dette envers certains de ses prédécesseurs ou c'est vraiment l'initiateur de... Alors, il avait une dette importante, comme tous ses contemporains, pour le déchiffrement envers l'abbé Barthélemy, qui est très peu connu du grand public, et c'est dommage. L'abbé Barthélemy, c'était un grand seigneur ecclésiastique d'Ancien Régime, sous Louis XV et Louis XVI, aussi ecclésiastique que vous et moi, comme souvent à l'époque, et qui était gardien des monnaies du roi. Et il s'intéressait énormément aux écritures anciennes. On lui doit le déchiffrement du palmyrénien et du phénicien, ce qui n'est pas rien. Il a mis au point une méthode de comparaison, de comptage des signes, extrêmement rigoureuse, qui est la base des méthodes de déchiffrement dont tout le monde s'est servi après à de manière plus ou moins importante. Et donc Champollion va se servir de cette méthode-là. Champollion s'en est servi, mais il a oublié de le dire. Ah, oui. Ça, comme souvent, vous savez, les savants ont tendance un petit peu à tirer la couverture à eux. Il s'en est servi. De même, Barthélemy avait été l'un des premiers à dire que pour pouvoir comprendre un jour les hiéroglyphes,
il faudrait apprendre le copte. Le copte, c'est de l'égyptien ancien qui était écrit au moyen de caractères grecs, qui transcrivait la langue de l'Égypte au début de notre ère, qui n'était plus parlée, mais dont le secret n'avait jamais été perdu, puisque c'était toujours la langue liturgique des chrétiens d'Égypte, et elle l'est encore. Champollion, donc, sachant cela, s'est imprégné de copte. Il a appris le copte, il y avait même un vicaire copte à la paroisse de Saint-Sulpice qu'il est allé voir, et il raconte qu'il pensait en copte, il dormait en copte, il réfléchissait en copte pour totalement s'imprégner de la langue. Il faut bien distinguer, bien entendu, la langue et l'écriture. En se disant que de cette manière-là, il approcherait peut-être la vérité. De même, toujours par son approche globale, il a appris l'arabe, l'hébreu. Comme tous les gens de son époque, bien nés, il savait lire le grec et le latin. Il a même essayé un petit peu d'apprendre le chinois. Il a supposé des rapports possibles entre le chinois et l'égyptien, mais il a vite abandonné. Donc il avait un bagage considérable. Il avait aussi des... Peut-être vous voulez... Oui, non. Non, ma question c'était, donc il a tout ce bagage, effectivement, et cette dette. Mais on imagine, puisqu'il y avait jusque-là, personne n'est arrivé à déchiffrer le langage hiéroglyphique, qu'il s'est... Enfin, la question c'est au fond, de quoi s'est-il extrait et quelle originalité d'approche a-t-il fait pour arriver finalement à pouvoir les déchiffrer, là où il y avait des méthodes qui ont été tentées avant, j'imagine, mais qui n'ont pas pu aboutir au résultat qu'il a obtenu. Et puis il n'était pas tout seul. Exactement. Il a eu deux concurrents sérieux, un surtout. Il y a eu d'abord les premiers résultats ont été obtenus par Akerblad, qui était un Danois, qui a obtenu des premiers résultats sur la version démotique. Des résultats très limités, il a identifié certains signes, dire, oui, qu'est-ce que c'est, vous disiez qu'il y a le démotique. Démotique et hiéroglyphe. Alors, revenons à la pierre de Rosette, la pierre de Rosette comprend un même texte en 3 écritures différentes et 3 langues différentes également. Il faut toujours distinguer la langue et l'écriture. En haut, de l'égyptien hiéroglyphique. Alors, les hiéroglyphes, c'est ce dont nous allons parler, et la langue qu'ils transcrivent, c'est de l'égyptien classique, qui, au moment où ces hiéroglyphes ont été gravés, était vieille déjà de 2000 ans. Un petit peu comme le latin pour nous, c'est exactement ça. D'accord. La langue contemporaine de la pierre de Rosette, c'est le démotique, qui s'écrit avec des signes très très dérivés de hiéroglyphique, en passant par le hiératique, une écriture intermédiaire manuscrite. Donc il est à la fois une écriture et un état de langue récent. Donc la fin du premier millénaire avant notre ère, début du premier millénaire après. Et enfin du grec. Tous les savants, bien sûr, sont partis du grec, parce que tout le monde connaissait le grec, et notamment des signes dans les cartouches. Un cartouche est un ovale qui contient 2 des 5 noms du pharaon. L'abbé Barthélemy, l'un des premiers, justement, avait supposé que ces cartouches qu'on voyait sur la pierre de Rosette enserraient des noms de rois. C'est toujours des noms qui sont dans les cartouches. Ce sont toujours des noms de rois, parfois de dieux, mais pour l'essentiel des noms de rois. Des noms de rois. Et donc, la version grecque comprenait le nom de Ptolémaios, donc on a cherché Ptolémée dans les cartouches, c'est comme ça qu'on a obtenu les premiers signes. Donc, son concurrent le plus sérieux, c'était Thomas Young. Thomas Young, c'était ce qu'on appelait alors un polymathe, c'est-à-dire une sorte de surdoué qui s'intéressait à tout. Il est l'auteur de la théorie ondulatoire de la lumière, c'était un très grand physicien, un médecin, et puis il a voulu s'attaquer aux hiéroglyphes comme une sorte de défi. Il dit, tiens, je vais essayer. C'est pas que l'Égypte ne l'intéressait pas en elle-même, il méprisait beaucoup la civilisation égyptienne. Il pensait que c'était une civilisation primitive, c'est ce qu'il a fait échouer d'ailleurs. Mais enfin, il s'intéressait ici. C'était un enjeu, on dirait aujourd'hui un défi. Et il s'y attaquait, et il a obtenu des résultats assez importants, au point que parfois nos amis anglais contestent modérément la paternité de la découverte. Et l'avantage qu'a eu Champollion, c'est qu'il est sorti d'une espèce de paradigme dans lequel tous les chercheurs s'enfermaient, qui considéraient que les hiéroglyphes étaient soit une écriture idéographique, c'est-à-dire uniquement constituée d'idéogrammes comme le chinois, un signe vaut une idée en général, soit une écriture phonétique, c'est-à-dire un signe vaut un son. Et Champollion a compris que c'était les deux à la fois. Et c'est l'un des éléments capitaux, notamment lorsqu'il a, après avoir beaucoup travaillé sur la pierre de Rosette, on lui a apporté le relevé par un certain Nicolas Huyot, qui est architecte, qui revenait d'Égypte, qui lui a apporté le relevé de 2 cartouches, donc des noms de rois, des pharaons Ramsès II et Toutmose III. Des pharaons très anciens par rapport à la pierre de Rosette, écrits dans des hiéroglyphes classiques. Et là,
sur ces cartes, prenons le cartouche de Ramsès II, vous avez un soleil et puis vous avez 2 signes qui suivent. Et par la comparaison avec le copte, il a pu traduire ces cartouches. Ramsès, ça veut dire Ré, le soleil, a mis au monde lui, le roi. En lisant ces cartouches, c'était la première fois depuis 14 siècles qu'on traduisait l'égyptien. C'est le fil qu'il a saisi et qui lui a permis ensuite, de proche en proche, d'aboutir à une compréhension très profonde, très générale de la langue égyptienne. Ce qui est caractéristique, et peut-être ce que j'admire personnellement le plus chez Champollion, c'est moins le déchiffrement, de toute façon, il serait arrivé. Mais que la rapidité avec laquelle il a compris les textes les plus variés. Parce que quelques années après, c'est en 1822 que la cérémonie tient son affaire, comme il dit. En 1828-29, il va en Égypte, il collecte des quantités d'inscriptions et il les lit. Globalement, il les lit bien. Parfois, il y a des erreurs d'interprétation, de détails, mais globalement, il les lit bien. C'est ça qui est incroyable. Et ça, ce qui l'a aidé, c'est sa connaissance intime du copte, justement. Oui. Parce que les structures de la langue, malgré tout, sont proches. Voilà. Son idée de génie, c'est d'avoir attaqué par tous les côtés à la fois. Oui, si je comprends bien. Le saut paradigmatique qu'il a fait est compris dans cette fameuse phrase que beaucoup de gens connaissent, que au fond, l'écriture hiéroglyphique est un système complexe, comme il dit, et que c'est une écriture qui tout à la fois est figurative, symbolique et phonétique. Et il dit dans un même texte, une même phrase, je dirais même, dit-il, parfois dans le même mot. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Un même signe peut avoir, dans certains cas, soit une valeur idéographique, soit une valeur phonétique. Et les valeurs phonétiques, ça complique un petit peu les choses, c'est pas un signe simple, ce sera un alphabet. On va avoir des signes simples, des consonnes simples, je vais revenir dessus après, des consonnes doubles, 2 consonnes ou 3 consonnes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a 700 signes en égyptien hiéroglyphique et non pas 25. Si les Égyptiens avaient isolé les signes phonétiques simples du reste du système, ils auraient eu l'alphabet dès 3000 avant notre ère. Ils ne l'ont jamais fait, sans doute parce qu'ils n'ont jamais voulu. Parce que l'écriture, c'était le pouvoir. Ça, alors, justement, vous avez dit à plusieurs reprises, il faut différencier l'écriture du langage. Et finalement, est-ce que on peut dire que quand il y a un déchiffrement, il y a toujours une part de traduction, au-delà du déchiffrement, c'est-à-dire qu'il y a à avoir une appréhension de l'histoire, de la culture et de la pensée. Et est-ce que du coup, le fait que Champollion se soit intéressé pas simplement à l'écriture elle-même, mais à la pensée égyptienne, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est ça qui a permis ce saut ou ce pas supplémentaire? Le pas supplémentaire initial a été rendu possible par son approche multispectrale. Oui. Il n'avait pas encore les clés pour la pensée égyptienne. Il ne pouvait la connaître jusque-là que par les traditions grecques chrétiennes. Donc c'était que par les écritures et non pas en appréhendant la pensée égyptienne. Il ne pouvait pas la connaître encore. Non. Par contre, il l'a comprise très vite dans ses fondamentaux. Et à tel point qu'il est le premier conservateur égyptien, il est le fondateur du musée égyptien du Louvre, comme on disait à l'époque, le département des antiquités égyptienines. Et ce qu'il a voulu présenter dans les salles, c'était la culture et la civilisation antique, ce qui à l'époque était totalement révolutionnaire. Autrefois, au XIXe siècle, c'était les beaux-arts, avec un grand B et un grand A. Et la tradition gréco-romaine régnait en maître absolu. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est totalement l'inverse maintenant. Vous voyez, c'était ça son grand élément. Alors, par l'écriture, il est rentré dedans et justement, lui, souvent, a compris les choses très profondément, parfois plus que ses successeurs. Mais pour la pensée, il fallait d'abord accéder à l'écriture. C'est ça. Alors, c'est peut-être le moment de vous demander, vous avez déjà dit quelques points, mais au fond, si vous pouviez nous transmettre un petit peu comment fonctionne cette écriture, puisque donc c'est une écriture, comment elle fonctionne, quels sont les principes et comment est-ce qu'on lit des hiéroglyphes au fond? Alors les hiéroglyphes, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Hiéroglyphe, c'est un terme grec. Hieroglyphica grammata, qui veut dire l'écriture sacrée gravée. Parce que quand les Grecs sont arrivés, les hiéroglyphes étaient déjà une écriture très ancienne, et ils la voyaient gravée sur les murs des temples et des tombeaux. En égyptien ancien, les hiéroglyphes, ça se disait Medou Netcher, ce qui veut dire les paroles du Dieu. C'est extrêmement important de comprendre ça, parce que ça vous montre que la sacralisation de l'écriture et toute la charge de pouvoir qu'il y a derrière. C'est une chose fondamentale pour comprendre la civilisation égyptienne, c'est que qui a l'écriture a le pouvoir.
l'aristocratie égyptienne était une aristocratie administrative. Ça paraît curieux. Hein. La civilisation égyptienne, c'est une énorme masse paysanne, celle qui fait vivre le pays, encadrée par une toute petite minorité de lettrés, ceux par lesquels on connaît aujourd'hui la civilisation égyptienne. Alors la grande majorité de la population était illettrée. Totalement illettrée. Voilà. Alors, on a fait des estimations entre 1 et 2%, mais c'est à la louche, pardonnez-moi l'expression, parce qu'on n'a évidemment pas de statistiques. Ce qui est certain, c'est que c'était très peu de monde et qu'il n'était pas question de le généraliser. On a une stèle au Louvre, la stèle d'un certain Hirtisen Niker, qui est un artisan, et qui dit ceci, je cite, « Je connais le secret des hiéroglyphes. » Le secret des hiéroglyphes. Donc pour les Égyptiens, pour les lettrés, c'était bien ça. Secret, donc pouvoir. Donc ces hiéroglyphes étaient complexes parce que c'est une écriture qui comprend à la fois des idéogrammes, des signes phonétiques, et signes phonétiques qui transcrivent des consonnes uniquement. Parce que l'égyptien, parlons la langue, est une langue fondamentalement sémitique, avec un fond africain, mais qui est difficile à cerner. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est camito-sémitique, pour que tout le monde soit content. Mais elle est assez proche sur le plan des structures et même des racines de l'arabe et de l'hébreu. On trouve beaucoup de racines communes, des racines et puis des structures grammaticales communes. Alors vous avez par exemple, je vais vous montrer un exemple. Oui, volontiers. Voilà. Un signe phonétique simple. Voilà, ça je dessine ici. Un P, c'est un simple carré. Oui. Comme ça, voilà. Bon, un P. Maintenant, je vais vous dessiner un signe qui va être à la fois un signe phonétique double et un idéogramme. Voici le signe pair. C'est-à-dire phonétique et idéogramme. Alors, je vais vous expliquer. Oui. Ici, quand on le prend comme ça, P plus R, c'est phonétique. Mais c'est aussi un idéogramme. Ça peut vouloir dire maison. Comment est-ce qu'on fait la distinction? Eh bien, on met un petit trait en dessous. Les Égyptiens étaient des gens astucieux. Voilà. Quand vous voyez ça, vous lisez père, mais ça veut dire maison. Avec le petit trait. Avec le petit trait. Ce qu'on appelle le trait idéographique qui indique que le signe est un idéogramme et non un signe phonétique. Voilà. Et puis, vous avez aussi des signes qui peuvent transcrire 3 consonnes. Alors, par exemple, on va faire un pilier très... Voilà, Youn. Nous, on transcrit des voyelles, mais en fait, c'est un Y, un Yod, un W et un N. Youn. Ainsi, vous avez donc un signe phonétique triple. Donc, vous voyez, c'est un mélange de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de signes. Et de ces signes phonétiques qui peuvent aussi être des idéogrammes et des idéogrammes purs également. Alors, par exemple, vous avez... Alors, un idéogramme peut signifier soit juste ce qu'il représente, voilà, le soleil. Ça, le soleil, Ré, donc le dieu soleil. Il faut le montrer bien. Oui, voilà. D'accord. Mais cet idéogramme, on va pouvoir le mettre à la fin d'un mot, pour indiquer que ce mot a un rapport avec le soleil, mais au sens général. Je vais vous écrire le mot jour en égyptien. J'espère que si des égyptologues me voient, ils ne me critiqueront pas mon ductus. Voilà. Là, tenez, je vais vous le transcrire quand même, parce que sinon... H, R, ouais. Mais le mot jour est toujours accompagné d'idéogramme soleil? Alors ici, on a écrit Héru, parce qu'en égyptien, Héru veut dire le jour. Et à la fin, on met l'idéogramme pour dire que c'est un rapport avec le soleil, mais il ne se lit pas, pour le coup. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle un déterminatif, pour nous les égyptologues. Donc c'est un système assez complexe, enfin, a priori assez complexe, mais quand on a l'habitude, on nage dedans comme un poisson dans l'eau. Hein, oui, puisque donc, moi je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais la lettre, la troisième lettre, c'est représenté par l'image d'un oiseau. D'un oiseau. C'est un poussin-de-caille, oui. Mais voilà. Ça ne veut pas du tout dire poussin-de-caille, c'est ouais. C'est le son ouais. Peut-être parce qu'il y avait un mot qui désignait la caille qui commençait par ouais, c'est possible. Mais ça n'a plus aucun rapport avec l'oiseau, ici. C'est juste un signe phonétique. Alors, on imagine que c'est évidemment de ça qu'il fallait se dégager pour pouvoir... Voilà, les premiers chercheurs se sont trouvés face à un parc zoologique et naturaliste, ils ne savaient pas quoi faire. Les malheureux, c'était très compliqué, vous voyez. Alors de quoi fallait-il se dégager, justement? Il fallait se dégager de l'opposition idéogramme-signe phonétique. Voilà. Et savoir faire les deux, et comprendre que les deux se combinaient. Ça, c'est le grand saut qui lui a permis de franchir
la clé des hiéroglyphes. Donc ça, c'est la première écriture. Et puis l'autre écriture, que j'évoquais tout à l'heure, c'est le hiératique. Alors le hiératique, c'est l'écriture manuscrite correspondant aux hiéroglyphes. Quand vous-même vous écrivez à la main, vous écrivez je ne sais pas quoi, vous écrivez maison à la main, vous allez comparer avec le même mot imprimé, vous allez voir que formellement, ça n'a rien à voir. Et bien là, c'est pareil. Si on veut écrire jour ici en hiéroglyphe, on va l'écrire en hiératique. Ça va être très différent parce que c'est à l'encre, c'est pas gravé et ça va beaucoup plus vite. Alors si j'écris jour en... Voilà. Là, je vous ai écrit ici jour en hiératique. Et donc de droite à gauche. Hein. Oui, alors de droite à gauche, le hiératique toujours de droite à gauche. Par contre, les hiéroglyphes peuvent s'écrire aussi de gauche à droite. Comment est-ce qu'on sait? Ben oui. Eh bien, c'est très simple. Regardez, vous avez ici un oiseau qui est un être animé. Eh bien, vous lisez toujours à la rencontre des êtres animés. Donc là, vous savez qu'on lit de gauche à droite. Mais je vais vous le mettre dans l'autre sens. Formidable. L'Égyptien est toujours très pragmatique. Ce qui permettait, dans l'architecture, le décor, de faire des très beaux effets de symétrie autour d'une niche, autour d'une porte. Ils adoraient ça. Voilà. Je vous ai écrit ici le même mot. Le même mot, mais dans l'autre sens. Et là, vous lisez à la rencontre de l'oiseau, donc vous avez le sens. D'accord. Et même ces mêmes hiéroglyphes peuvent aussi s'écrire en colonne. Oui, parce qu'on les voit souvent en gravure, en colonne. C'est ça. En fait, ils s'adaptent au support. Si on a besoin d'une colonne, par exemple sur des montants de porte, ce sera en colonne. Si c'est sur un grand mur, ça va être en ligne. Sachant que le sens normal de lecture pour l'écriture, c'est droite-gauche. Comme l'arabe, comme l'hébreu. C'est le sens premier, c'est le sens le plus important. Et donc, alors, vous avez déjà évoqué beaucoup de choses. On peut poser plein de questions très pratiques. Qui écrivait donc les hiéroglyphes? C'était une caste privilégiée ou... Oui, c'est ceux que nous appelons les scribes. Les scribes. Le scribe, en égyptien, sèche, en égyptien, ça veut dire celui qui écrit tout simplement. Donc c'est une toute petite élite. C'est ça. Mais au sein de cette toute petite élite, vous avez des hiérarchies quand même. Le scribouillard de base, pardon l'expression, il ne savait que le hiératique, ça. Parce que c'est ce dont il avait besoin pour les bordereaux administratifs. Et Dieu sait si les Égyptiens étaient des rois des administrateurs. Seuls certains d'entre eux accédaient aux hiéroglyphes. Et nous le savons parce que nous avons régulièrement des fautes de transcription entre le hiératique et le hiéroglyphe. Ce qui prouve que souvent il n'était pas toujours très au fait des choses. D'autant plus que, à partir du Nouvel Empire, c'est-à-dire vers au deuxième millénaire, les hiéroglyphes transcrivent un état de langue qui est figé, c'est ce qu'on appelle le moyen égyptien, c'est la langue entre 2000 et 1800 avant notre ère. Tandis que la langue continue d'évoluer. Et là, on arrive à ce qu'on appelle une diglossie, deux niveaux de langue. La langue savante, véhiculée par les hiéroglyphes, qu'on trouve sur les inscriptions des temples, des tombeaux, et la langue administrative, qui est la langue moderne, en quelque sorte. Exactement, vraiment, comme le latin dans l'Europe médiévale et moderne. Jusqu'à François Ier, tous les actes administratifs se faisaient en latin. La grande modernisation, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est d'introduire la langue vulgaire, le français, dans les actes administratifs. Et bien, on a le même problème en égyptien. Mais donc, effectivement, vous nous apprenez là qu'il y a donc une utilisation de cette écriture d'un point de vue administratif. Nous, le grand public, on la connaît particulièrement dans les temples, les tombeaux, et j'ai cru comprendre qu'elle avait là un poids et une fonction éminemment importante. Vous avez évoqué d'ailleurs en passant la dimension de pouvoir des mots qui existait dans la civilisation égyptienne. Et il y avait d'ailleurs un souci, si j'ai bien suivi, des rois et des pharaons, que leur nom soit inscrit le plus possible justement dans ce rapport à ce pouvoir de l'écriture et des mots, dont peut-être vous pouvez nous dire un mot. Bien sûr, ça c'est un élément fondamental de la pensée égyptienne, c'est que les hiéroglyphes étant des signes, les mots sont des signes, et on attend à l'éternité à partir des mots. Donc, et on attend également de susciter une réalité par le mot. Vous dites quelque chose, vous l'écrivez, c'est encore mieux, la chose vaut pour réalité. C'est ce qu'on appelle la performativité, c'est extrêmement important. C'est complètement différent de notre pensée à nous.
Et on avait le souci d'écrire son nom pour que les générations futures continuent à dire le nom. Parce que dire le nom de quelqu'un, pas seulement d'un roi, un dignitaire mort, c'est la même chose. Dire le nom d'un disparu, ça continue de le faire vivre. Pratiquement, le défunt, il va continuer à se nourrir des offrandes qu'on va lui apporter, ou à défaut des textes qui évoquent ces offrandes ou des images qui les représentent. C'est pour ça que nous avons tellement de monuments en pierre, parce que c'est pour l'éternité, qui étaient conçus pour durer. Voilà. Donc c'est le pouvoir magique des hiéroglyphes, et au fond c'était lire, mais est-ce que c'était dire à voix haute ou peu importe? Les deux. Le mieux c'est encore dire à voix haute, les textes nous le disent. Si on a ce qu'on appelle des appels aux vivants, c'est-à-dire que sur certains endroits des tombeaux, on dit « Ô vous les vivants qui passerez devant son tombeau, si vous faites l'offrande et si vous dites « Veuillez accorder une offrande », etc., la formule d'offrande, vous aurez tel et tel avantage. » Voilà, c'est capital. Mais il savait très bien que, rapidement, le culte funéraire tomberait en désuétude. Et c'est pour ça qu'on va remplacer la réalité du culte par les images et par les textes. Il n'y a plus personne pour le dire, mais il y a encore les textes. Par contre, si vous l'attaquez quelqu'un, le faire disparaître à jamais, lui infliger la seconde mort, vous effacez son image et surtout son nom. S'il n'y a plus de nom, fini. Voilà. Un mort égyptien, c'est un agrégat de hiéroglyphes, d'aspects qui lui permettent de vivre. Je dis toujours que les Égyptiens n'avaient pas d'âme. Hein. Parce que les Égyptiens ne distinguaient pas du tout, comme nous, le corps et l'âme. Quand vous étiez vivant, vous êtes un tout indissoluble. Quand vous êtes mort, Dieu ne plaise, il faut distinguer les différents éléments qui vous constituaient pour continuer à exister. Alors il y a le corps, qui est à part entière, qui est très important. Il y a le cœur, qui est pour les Égyptiens le siège de la conscience. Il y a ce qu'ils appelaient le ba, B-A. Alors le ba, c'est le principe mobile et actif, qui va permettre aux défunts de sortir du tombeau pour aller prendre possession des offrandes. Et puis vous avez le Ka, K-A, qui est la force qu'on tire de la nourriture, ni plus ni moins. Genre très concret. Alors c'est pour ça qu'on a dans la liste d'offrandes, je dirais 4/5 des inscriptions qu'on a, c'est des histoires de bons repas, et manger et boire et manger. Les Égyptiens étaient un peuple de paysans, donc omnubilés par la crainte de la famine. Il y en avait des famines en Égypte, soit parce que la crue était trop importante, dévastait tout, soit elle n'était pas assez importante. Alors pour s'en prémunir, eh bien, il y avait ces offrandes qui ne parlaient que de pain, de bière. Le pain et la bière, c'est la base de la nourriture. Puis après de tous les mets qu'on peut imaginer, vous voyez. Donc c'est une civilisation, un peuple très pratique, vous dites, mais il y a quand même aussi toute une dimension sacrée de l'écriture hiéroglyphique et tout un rapport entre, si j'ai bien compris, entre la vie et la mort. D'ailleurs, d'où l'importance, si j'ai bien compris, du soleil dans la civilisation égyptienne, parce que le fait de garantir, ce qui était une des fonctions, je pense, du pharaon, de pouvoir garantir que le soleil revenait tous les jours, surgissait au fond des ténèbres, c'était l'assurance que la vie allait ressurgir à chaque fois de la mort. Enfin, c'était le rôle du roi ou du pharaon, parce qu'on ne parle de pharaon qu'à partir du XVe siècle avant notre ère. C'est important, c'est une réalité juridique particulière. C'est de faire en sorte que l'ordre du monde, créé par le dieu Démiurge, se poursuive. Tout était fondé sur le cycle primaire, c'est jour-nuit. Et la nuit, ça se disait guérir en égyptien, et guérir, c'est une racine qui veut dire s'arrêter. Ils avaient très peur que tout s'arrête pendant la nuit. Ils ne savent pas ce qui se passe avec le soleil de l'autre côté. Imaginez que le soleil ne reparaisse pas, et là, c'est la fin du monde. C'est la seule manière de concevoir pour eux la fin du monde. D'où, effectivement, des constructions mythologiques pour faire ressurgir le soleil du matin. Et le roi devait assurer le culte aux divinités pour être en communication avec elles, pour qu'elles continuent à accorder leurs bienfaits. C'était le rôle du temple. C'est dans le temple, le roi, uniquement le roi, théoriquement, fait l'offrande à la divinité, qui en échange fait en sorte que les choses se poursuivent. Oui. Cet équilibre, Allez-y. Cet équilibre général du monde, c'est ce que les Égyptiens appelaient Marat. Marat, c'est l'ordre. Alors c'est la vérité dans un contexte factuel, c'est la justice dans un contexte éthique. Pour eux, c'est pareil, vérité, justice. Nous, on distingue. Et le contraire, l'antithèse de Marat, c'est Isséfet. Isséfet, c'est l'inorganisé, c'est le chaos. Parce que la création du Dieu, elle est entourée, comme un sort d'immense océan, par l'incréé, qui peut revenir et détruire la création. Voilà, par exemple, la nuit, si la barque du soleil, parce que Dieu se déplaçait en barque, vu que le Nil est omniprésent, à chaque fois était attaqué par le serpent Apophis. Il y avait donc des formules magiques pour empêcher que le serpent ne renversât la barque.
Alors, comme on parlait du soleil, il nous reste très peu de temps malheureusement. Vous-même, vous avez interprété un hiéroglyphe il y a quelques années. Alors, moi, j'ai pensé découvert, mais enfin, vous allez nous expliquer en quoi c'est interprété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Quelle est cette découverte? C'est le fameux, vous évoquez le fameux collier solaire. Alors, voilà. Le collier solaire, c'est un collier qui a l'apparence d'un collier multicolore, mais surtout rouge et bleu, qu'on voit apparaître dans les images du temps d'Akhénaton. Akhénaton, c'est ce roi qui a tenté un coup d'État politico-religieux pour instaurer un culte solaire unique. Et on voit ces immenses colliers qui couvrent jusqu'aux épaules des personnes. Alors on a toujours dit que c'était collier. Et puis un jour, je me suis aperçu que dans une des tombes d'Akhénaton, la capitale de ce pharaon, à la place du soleil, là où on attendrait le soleil à Thon, eh bien on voyait représenter un collier. Là j'ai compris que ce collier, c'était l'idéogramme, mettons l'idéogramme de la lumière du soleil. Et surtout la lumière. Ce qui est capital pour les Égyptiens, c'est pas la chaleur, c'est la lumière. Et une lumière qui consiste pour eux, comme pour nous d'ailleurs, à l'assemblage des couleurs. On note surtout le rouge et le bleu. Et vous avez fait allusion à un collier qui se trouve sur une statue magnifique, la statue de la grande prêtresse Karomama, qui est du 1er millénaire. L'époque amarnienne est finie, du temps d'Akhénaton, mais les traditions se poursuivent et elle est effectivement recouverte d'un collier extraordinaire qui lui couvre les épaules, qui est en or mais qui figure des fleurs, donc les couleurs. L'assemblage des couleurs, c'est la lumière. Avoir l'idéogramme de la lumière sur les épaules, c'est bénéficier de la lumière du soleil et donc vivre. Bon. Donc c'est pas un simple apparat, mais c'était... Non, c'est pas un simple collier. Un idéogramme. C'est ça. D'une manière générale, dans l'imagerie égyptienne, les choses ne sont pas seulement représentées pour ce qu'elles sont, mais elles ont une valeur qui les dépasse, très souvent. On va s'arrêter là-dessus. Ouais. On a encore 2-3 minutes. Je pensais que c'était 30 minutes. Peut-être juste parce que vous préparez un ouvrage sur la pensée égyptienne, vous disiez que c'était un petit peu un combat que vous meniez, qu'il faut absolument, pour pouvoir interpréter justement, lire finalement les hiéroglyphes, j'y arriverai, la restituer tout le temps dans la pensée égyptienne, dont vous dites que c'est une pensée radicalement différente de la nôtre. Oui, la pensée égyptienne est totalement différente de la nôtre, en ce sens qu'elle est hiéroglyphique. Elle ne repose pas sur la rationalité. La pensée rationnelle est une invention grecque qui a donné naissance à la philosophie. Les Égyptiens, dans le système égyptien, on a sur un système de signes qui vaut pour réalité. Donc les sujets représentés valent par leur nature ou pour les fonctions qui découlent de cette nature. La pensée égyptienne était une pensée cumulative, on additionnait sur un sujet un certain nombre de choses, et non pas synthétique. Parce qu'on n'a pas besoin d'un observateur extérieur, les choses existent pour elles-mêmes, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Quand vous avez un observateur extérieur, il fait la synthèse. Moi, je vois une personne, je vois un couple, monsieur, madame qui marchent, ils sont ensemble. Quand les Égyptiens représentent monsieur, madame, monsieur est représenté avec la jambe en avant pour signifier qu'il a la capacité d'action, et madame est immobile. C'est impossible dans la réalité. Parce que ce n'est pas la réalité qui est représentée, mais la réalité du sujet en elle-même. Voyez. Ce sont des choses toutes simples comme ça, mais quand on le sait, les choses deviennent tellement plus simples. Bon. Merci beaucoup Christophe Barbotin, vous restez avec nous. On va accueillir maintenant pour l'actualité de la psychanalyse Sophie Gaillard qui va nous parler d'un autre objet de lecture, lire un symptôme. Bonjour, Sophie Gaillard. Vous Bonjour. êtes psychanalyste, vous êtes membre de l'école de la cause freudienne et vous pratiquez à Paris. Alors avec Lacan, Jacques-Alain Miller a développé qu'en psychanalyse, le symptôme est à lire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans la suite de notre entretien avec Christophe Barbotin? C'est comme Champollion et les hiéroglyphes? Freud serait-il un Champollion? Bon, je ne sais pas, mais Freud a fait référence aux hiéroglyphes, particulièrement dans son grand ouvrage L'interprétation des rêves, et cependant, ce n'est pas dans la lignée de Champollion qu'il s'est situé. Il s'est plutôt placé, lui, à la suite de Copernic et Darwin, d'autres grands découvreurs. Mais donc de ceux qui ont opéré un décentrement.
La Terre qui n'est plus au centre de l'univers, l'homme qui n'est plus au centre de la création, la conscience qui n'est plus au centre de l'homme, pour le dire très, très vite. Cela n'annule pas la pertinence de la référence à Champollion, car elle nous indique en fait l'importance pour la psychanalyse de l'écriture et du déchiffrement. Et c'est Lacan finalement qui lui a comparé Freud à Champollion. Alors est-ce que dans la psychanalyse on ne dit pas plutôt interpréter ? L'interprétation, bien sûr, s'est trouvée mise, on pourrait dire, au cœur de la psychanalyse à partir de la façon dont Freud s'est attaché à donner toute leur importance en fait à des petites choses, des espèces de scories de la production humaine, des détails tels que les rêves, les lapsus, les actes manqués, etc. Des choses énigmatiques, des sortes de mystérieux déchets du sens commun. D'ailleurs, on pourrait peut-être même dire que ce serait une définition, ça, à minima, de l'inconscient. Que sont-ils des formations de l'inconscient? Que disent-ils? Le problème, c'est qu'ils ne disent pas forcément ce qu'ils ont l'air de dire. Sous le texte manifeste, il y a donc un contenu latent, auquel on parviendrait par l'opération inverse de celle qui l'a produit. Un chiffrage à déchiffrer. Entre les deux, donc, cela suppose des mécanismes qui relèvent du langage, de sa structure, et on devrait même peut-être dire du langage comme structure, c'est-à-dire qu'il y a des substitutions, des condensations, des déplacements, des distorsions, des équivoques, qui donnent l'idée qu'il s'agit, pour retrouver l'un à partir de l'autre, de se livrer à une traduction. Ça, c'est une première façon de considérer l'interprétation. On rêve de A, et en fait, il s'agissait de B. Mais du coup, c'est toute la question de l'intention de signification qui se trouve aussi posée. C'est-à-dire qu'au sein de la parole, j'ai un vouloir dire que le sujet peut lui-même méconnaître. C'est comme déchiffrer, donc. Attention, parce que ça n'est pas seulement que derrière A se cachait B, c'est là où ça devient plus compliqué. Ce A, quel que soit, enfin je le dis comme ça de façon très simplifiée, ce A, quelle que soit en fait la représentation, l'image, le mot, comme la phrase par lesquelles il se présente, est en fait à découper, à prendre comme un rébus, c'est-à-dire comme une écriture. Chaque élément du rébus est un élément signifiant. Sauf que, pour déchiffrer ces fameuses formations de l'inconscient, nous ne disposons pas de pierre de rosette. C'est-à-dire qu'en fait, ou alors il faudrait dire à chacun sa pierre de rosette. Ah oui, pourquoi ? Parce que chaque sujet, en fait, au-delà même de la langue qu'il parle, la langue commune, celle dans laquelle il s'exprime, celle avec laquelle il se fait comprendre, au moins à peu près des autres qui parlent la même, on peut dire aussi qu'il parle sa langue singulière. Et donc la traduction s'en trouve singulièrement aussi complexifiée. Parce que nous n'avons aucun dictionnaire sous la main à ce moment-là, sauf la matière même du langage. C'est-à-dire à considérer dans un premier temps hors de toute signification. Des lettres et des sons. Donc des lettres et des sons, c'est quoi? C'est de l'écriture et de la parole. Il y a une citation que l'on peut faire de Jacques-Alain Miller qui disait que c'est dans cet écart entre parler et lire que la psychanalyse opère. Donc du coup, l'interprétation, elle ne délivre pas tant une compréhension qu'elle n'ouvre à un savoir nouveau, singulier. Et Freud, lui, quand il découvre en les interprétant ce qui se passe dans les rêves, il y décèle un sens et un désir aussi qui sont insus du rêveur. Mais alors il remarque aussi autre chose. Et il remarque qu'en un certain point du rêve, qu'il appelle son ombilique, il y a toujours une espèce de reste incompréhensible, inconnaissable, indicible, hors sens, qui persiste et qui résiste à l'interprétation. Et ce qui résiste, c'est toujours un certain signe finalement, un signal que là, on bute sur quelque chose qu'on va appeler de moins réel. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme ça qu'il en va concernant le symptôme ? Le rêve, c'est quelque chose de fugace, alors que le symptôme, lui, il dure. Et en général, c'est même pour cette raison-là qu'on s'en plaint, voire qu'on va demander de l'aide à un psychanalyste.
Alors, à la différence du symptôme médical, qui lui vraiment est là en tant qu'il fait signe de la maladie. En psychanalyse, en revanche, Freud a découvert et a construit aussi que le symptôme inclut sa propre cause dans sa structure et qu'il inclut aussi le psychanalyste à qui l'on s'adresse. Mais son interprétation au symptôme, même quand elle est convaincante, le problème c'est qu'elle ne provoque pas forcément la disparition du symptôme. Alors Freud dit que là, il y a donc dans le symptôme quelque chose qui est aussi le substitut d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas eu lieu. C'est dire en fait que le symptôme a trait à la répétition d'une jouissance qu'il ne faudrait pas en l'occurrence. Et c'est là que l'interprétation ne peut pas être seulement déchiffrement, mais elle devient une lecture qui décentre, on revient au décentrement, qui décentre en fait du sens, qui porte au-delà du sens. Donc la psychanalyse ne cherche donc pas toujours ce que ça veut dire. Non, et ça c'est contraire à l'idée qui est tellement répandue concernant la psychanalyse. On a toujours l'idée que le psychanalyste va vous permettre de substituer une signification à une autre signification sur le mode de « ça veut dire que » et après tout est réglé. Le problème c'est qu'en revanche, lire un symptôme, aussi paradoxal que ça puisse paraître, va plutôt consister à le sevrer de sens. Sevrer de sens est une expression qu'on doit à Jacques-Alain Miller. C'est-à-dire quoi ? Une analyse, ça suit des tours et des détours. Lacan dit ça très joliment, il dit les tours du dit. C'est-à-dire que la parole, elle se déroule et elle s'enroule, mais à la fois autour et à partir de ce fameux ombilic que j'évoquais avec le rêve. Il y a des tours pour chercher le sens. Il y a des tours pour le mettre à l'épreuve de ses effets de vérité. Il y a des tours pour se rendre compte qu'il est extrêmement variable. Et puis des tours pour que sa séduction pâlisse et qu'il ne vienne plus servir à nourrir le malheur dont on se trouvait affligé au fil des significations qu'on avait données aux péripéties de son histoire. C'est plutôt de ça dont il s'agit de se séparer. Alors, pour terminer, revenons à Champollion. Oui. Qui interprète dans une analyse ? C'est le psychanalyste ? C'est l'analysant, comme disait Lacan ? L'un et l'autre. Les deux sont requis pour cette tâche, mais sous l'égide du transfert. Et de plus, la thèse qui en fait se dessine dans l'enseignement de Lacan et qui a été dégagée par Jacques-Alain Miller dans une formule assez forte, c'est qu'en fait, c'est l'inconscient qui interprète. S'il est en attente d'être déchiffré, ce qui n'est pas faux, en même temps, il n'en continue pas moins de chiffrer sans relâche. Et c'est dans ce paradoxe que se glisse finalement l'opération de lecture du symptôme. Parce que le lire, ça suppose donc que c'est écrit, que finalement, quelque chose s'est écrit à sa racine, qui anime sa répétition, au-delà du sens qu'il a pris comme formation de l'inconscient. C'est un trait, une marque qui a été laissée sur le corps par sa rencontre avec la matérialité sonore d'un signifiant qui, lui, n'avait aucun sens. Et c'est cela qu'il s'agit de lire pour désactiver le symptôme comme problème, celui dont le sujet se plaignait, et que le sujet, alors, ait éventuellement un peu chance d'en faire autre chose qu'un problème, plutôt une solution originale, on pourrait dire le principe de son alphabet singulier. Merci beaucoup, Sophie Gaillard. Alors, notre émission s'achève aujourd'hui. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci à vous.